Chapitre 6. Le tigre, prisonnier de la colère. Au petit matin, Tao avait à peine ouvert les yeux qu'il se leva d'un bond, courut jusqu'à la cuisine où était assise sa maman. « Papa n'est pas encore debout ?» demanda-t-il. « Il fait sa toilette » s'exclama Kimae. « Il ne va pas tarder. » Chen arriva à la cuisine avec Pandi dans les mains. Tao avait le cœur qui battait la chamade. Son père allait-il lui rendre Pandi ou au contraire lui dire qu'il lui avait parlé cette nuit et le garder à tout jamais? Voilà, dit Chen, attends-toi à recevoir ce que tu mérites et non pas seulement ce que tu veux. Pandi t'a choisi pour ami, et ton ami il restera pour aussi longtemps que ton désir le sollicitera. Tao pleura de joie et serra son Pandi contre son cœur. L'honneur était sauf, et chacun pouvait reprendre sa place au sein du plus profond respect des autres. Pandi eut même ce jour-là le grand privilège d'accompagner Tao à l'école. En rentrant de l'école, Tao s'arrêta quelques instants devant la maison du peuple. Un attroupement conséquent faisait grand bruit devant la demeure. Quelques gardes de l'empereur étaient en train de placarder des affiches et informaient les gens du village de la capture d'un tigre énorme et magnifique et qui avait été pris au piège dans une forêt avoisinante sur le mont Sanchuan. C'était probablement lui le responsable de la mort des 3 jeunes filles, Fulun, Chu Cheng et Kim Li. La garde était en route pour amener le monstre au village afin de décider de son sort. Tao courut annoncer la bonne nouvelle à son père au restaurant. Celui-ci quitta ses fourneaux, rassembla quelques voisins et tous montèrent à la maison du peuple. Les gens en colère parlaient fort et étaient heureux d'avoir en quelque sorte trouvé un coupable. Le lieutenant Chang, chef des gardes dans le village, ordonna le silence dans la foule. « Nous avons capturé le responsable de nos malheurs » s'exclama-t-il. « Il est en route pour être ramené vivant au village, ici même. Il sera exposé devant vous, attaché, et nous l'abattrons en public demain au coucher du soleil. Ainsi, notre village retrouvera la paix et la tranquillité. À présent, rentrez tous chez vous et soyez là demain pour assister à l'exécution de celui qui a été la cause du chagrin immense qui a frappé toute la communauté. » Alors que la foule se dispersait dans un calme relatif, Chen et Tao, main dans la main, redescendaient au restaurant. En longeant le temple, Tao demanda à son père de prévenir Lao Tse-ming de la capture du tigre ainsi que de sa mise à mort. Chen frappa à la porte du monastère et Lao Tse ouvrit lui-même les battants. Chen expliqua la situation à Lao Tse, qui leva les yeux au ciel, sans rien dire. Il referma les portes, et Tao et Chen se retrouvèrent sous le grand porche, comme 2 brebis égarées. De retour au restaurant, chacun retrouva ses activités, et Tao, fort de la nouvelle, reprit le chemin des champs pour aller chercher sa maman. Le village était en émoi. Tout le monde attendait l'arrivée triomphale des soldats de la garde avec le fameux monstre sanguinaire. Tard dans la soirée, à la lueur des torches du convoi, les cavaliers de la garde impériale arrivèrent, suivis par le char sur lequel était attachée une immense cage en solide bambou. Au
Au fur et à mesure que le convoi s'enfonçait à travers le village, le cortège des villageois hystériques augmentait et l'on entendait des cris, des hurlements. Il pleuvait des insultes, des jets de fruits, de légumes et même de pierres. La foule déversait sa colère et sa haine sur celui qui allait désormais devoir répondre de tout le mal et la souffrance que le village avait enduré. Tao, qui suivait le cortège, ne comprenait pas qu'on puisse avoir autant de mépris pour un aussi noble animal. Le félin, agressif et captif, se sentant menacé à juste titre, rugissait violemment. En maintenant sa grande gueule ouverte, il sortait ses griffes et essayait de blesser les plus téméraires en sortant ses pattes à travers les barreaux de la cage avec une rapidité stupéfiante. Tao sentit monter en lui un profond sentiment d'injustice. Voir tous ces gens faire du mal à un animal prisonnier, quelle honte pour notre race, pensait-il. Comment te dire que je ne te veux pas de mal? Comment pourrais-je t'aider? Je ne suis pas des leurs, pensa très fort Tao, qui eut un sentiment de pitié à l'égard du pauvre animal voué à une peine capitale. Ont-ils seulement réfléchi aux traces de brûlure retrouvées sur le corps de Chu Feng? Ils te jugent sans connaître le fondement de la vérité. Tao avait compris que les gens avaient besoin d'un coupable et que c'est le tigre qui avait été désigné pour payer ce prix. Parmi la foule en liesse, Tao crut apercevoir Lao Tse et Maître Fong. Aussitôt, il courut pour les rejoindre, mais lorsqu'il fut arrivé sur place, ils avaient disparu, comme par enchantement. Le char arriva sur la place de la maison du peuple et fut gardé par des soldats armés pendant toute la nuit. Tao ne dormit pas. Il ressassait ses pensées obsédantes sur l'attitude des gens qu'il connaissait pourtant bien. Un moment, même, il alla dans la chambre de ses parents, réveilla ceux-ci en posant plein de questions. Les parents, un peu fatigués par tous ces événements, ne purent que rassurer très provisoirement Tao, qui était très angoissé. Le lendemain matin, toujours bien gardé, le tigre était étonnamment calme et serein. Ou alors épuisé par une lutte qu'il se savait perdue d'avance. Lao Tse-ming, ainsi que Maître Fong et une délégation de moines se rendirent sur la place de la maison du peuple, au pied même du char sur lequel était tenu prisonnier le majestueux tigre. Lao Tse observa celui-ci sous toutes les coutures et se rendit aussitôt près du lieutenant Chang afin d'obtenir un entretien. Celui-ci reçut Lao Tse ainsi que Maître Fong et Lao Tse tenta de négocier la libération du tigre en prêchant son innocence puis en essayant même de l'acheter. Mais le lieutenant avait reçu l'ordre d'abattre le fauve et la sentence devait être exécutée quoi qu'il arrive. Les moines quittèrent la place dans le calme et la dignité. Sur le chemin, Lao Tse et son escorte croisèrent Tao qui rentrait de l'école. Tao s'arrêta immédiatement, puis salua le grand maître. Le groupe prit le temps de saluer le petit homme. Maître Fong permit à Tao d'entrer avec eux dans le temple. Tao, très touché par cette marque de confiance, s'agenouilla devant le grand maître et engagea une discussion à propos de la mise à mort du tigre. Je ne veux pas qu'on tue le tigre
s'écria Tao. C'est injuste. Les gens sont devenus fous. Je les ai vus hier soir l'insulter, le battre, cracher et lui lancer tout ce qu'il lui trouvait dessus. Je suis moi-même opposé à cette exécution, répondit Lao Tse. Je ne crois pas à la responsabilité du fauve. Mais la foule réclame vengeance et la garde veut satisfaire la colère du peuple. Je pense que la colère donne de l'esprit aux médiocres, mais ne les enrichit pas. Lao Tse fit apporter du thé et quelques friandises, installa Tao en position de méditation et alluma quelques bougies et des bâtonnets d'encens. De la pièce, même on pouvait entendre les chants et les prières des disciples. Le jeune homme ferma les yeux un instant et écouta avec une grande attention ce que Lao Tse raconta. Chapitre 7. Les secrets du savoir. Lorsque le jeune empereur Chuanche, conseillé par ses généraux mandchous, envoya ses armées anéantir toute forme de rébellion, beaucoup de personnes cherchèrent refuge auprès des moines Shaolin et l'empereur envoya des mercenaires détruire le seul temple que comptait la province de Henan. Ce fut un véritable carnage et tous moururent en combattant, excepté 5 maîtres qui firent le serment de s'éparpiller dans la province afin de perpétuer l'enseignement sacré de Shaolin. 2 des 5 maîtres étaient tombés dans des embuscades et étaient morts en combattant jusqu'au bout l'oppresseur. On dit que la haine et le mépris avaient permis au dragon noir de retrouver la trace d'un des 3 derniers porteurs du secret de Shaolin. On raconte même que dans le palais royal, les stratèges de l'empereur avaient dressé 3 tigres forts, robustes et malins afin de dévorer les 3 derniers grands maîtres de Shaolin. Chaque tigre était appelé à dévorer un seul de ses grands maîtres et ainsi, lorsque le dernier des grands maîtres aurait rendu l'âme, les 3 tigres seraient abattus et offerts en festin au dragon noir. Ce dernier repas avalé, le dragon noir pourrait ainsi régner sur la Chine entière en semant la haine, la terreur et le chaos, puisque la mort des tigres et des moines entraînerait l'esprit de la paix dans les ténèbres à tout jamais. Je me suis même fait raconter par un mendiant que chaque tigre portait un nom. Chung, Kuo et Chuan. Les 3 fauves avaient été lâchés dans 3 directions différentes et étaient partis depuis plusieurs mois. Nul doute que celui-ci n'était pas un rôdeur et qu'il était venu pour moi, dit Lao Tse. Tao était consterné par la tournure des choses. Que va-t-il se passer maintenant demanda Tao. Je crois que mon heure est venue, répondit Lao Tse. Il faut parfois faire le sacrifice de sa vie afin de perpétuer l'essentiel. Il est temps de consulter le grand ouvrage du maître des temps. Dans ce lieu réservé uniquement à la lecture du grand maître du temple, étaient inscrits les 7 secrets et prophéties du temps. Lao Tse quitta le lieu et se rendit en silence dans la grande pièce réservée à la lecture. Il traversa le couloir sans se retourner, laissant Tao seul, en position très inconfortable de méditation. Puis il s'isola dans une toute petite pièce sacrée où étaient enfermés les livres qui contenaient
les véritables secrets de Shaolin. Il prit une chandelle sacrée, alluma la mèche, déposa la bougie sur le pupitre de lecture, s'agenouilla et exécuta quelques prières. Maître Fong rendit visite à Tao. « Mais que dois-je faire » s'écria Tao. « Il serait sage que tu rentres chez toi, petit tigre. Tes parents doivent être inquiets de ton absence. »« Oh, s'il te plaît, pourrais-je revenir cet après-midi ?»« N'as-tu pas école cet après-midi » demanda Maître Fong. « C'est ici mon école, » répondit Tao. « Je suis si impatient d'apprendre. » Lao Tse ne sera sans doute pas sorti avant longtemps, rajouta Maître Fong. « Mais que fait-il là-dedans » ajouta Tao. « Il y a là-dedans, comme tu le dis, plus de savoir que ne peut en contenir ton esprit, et seul le grand maître du temps peut consulter ce savoir. Mais il n'a droit de consulter qu'un seul secret à la fois, jusqu'à la pleine réalisation de celui-ci. Dans sa lecture éclairée, le grand maître s'expose à un choix capital. S'il échoue dans ce choix, la prophétie peut alors se réaliser et le temps peut alors aussi emporter notre savoir et engloutir ce que la vie nous avait alors donné. Rien n'est acquis, tout n'est que mouvement, il faut alors apprécier chaque instant comme un instant unique et essentiel. N'édifie rien pour toi-même, passe rapidement, comme une ombre, reste pur, serein. Ceux qui gagnent finissent par perdre, ne précède pas les autres, suis-les toujours, ne fuis pas, laisse aller, ne cherche rien, les choses viennent à ceux qui ne les attendent pas. Il est temps de partir, va maintenant. Alors, pourrais-je revenir cet après-midi ? Ce n'est pas à moi d'en décider. Maître Fong accompagna Tao jusqu'à la grande porte, le salua et referma le temple en verrouillant la serrure. Tao rentra à la maison en toute hâte, car il avait pris un retard considérable. Il avait peur que son père soit inquiet et partit à sa recherche. Lorsqu'il entendit des cris et même des hurlements, non loin de lui. Des gens criaient et couraient dans tous les sens. Sans même savoir ce qui se passait, Tao prit ses jambes à son cou et arriva complètement essoufflé au restaurant. Chen demanda « Que se passe-t-il dehors ?»« J'en sais rien, papa, » dit Tao. Chen quitta ses fourneaux lorsqu'il aperçut dans la panique de la foule l'escorte à cheval emmenée par le lieutenant Chang. « Où allez-vous de la sorte ?» s'écria Chen. Le lieutenant Chang s'approcha de Chen et lui conseilla de fermer son restaurant et de se barricader jusqu'à nouvel ordre. Chen ne comprit pas la raison de cette soudaine panique. Madame Sukhoi était arrivée en courant et aida Chen à fermer le restaurant. « Savez-vous ce qui se passe ?» demanda Chen. Madame Sukhoi répondit. « Comment, vous n'êtes pas au courant ? C'est à cause du tigre. Voyons, l'animal a rongé ses liens pendant la nuit et dévoré et tué 2 gardes qui ont réussi à le blesser. Puis il s'est échappé à travers le village en emportant tout sur son passage. Il a blessé également tous ceux qui étaient sur sa route. » Chen fut alors très inquiet pour Kimae, qui se trouvait encore au champ. Pendant ce temps, Lao Tse était en train de lire les secrets du temps. Il avait porté son choix sur l'un des 7 secrets, le temps de la haine. Il cherchait à travers ce choix à comprendre ce qui poussait les humains à se haïr et à se détruire. Lao Tse porta son regard et sa réflexion sur la première page de l'ouvrage. On pouvait y voir une illustration qui décrit dans un cercle parfait le symbole du yin et du yang, à l'intérieur duquel combattent un tigre et un dragon. La scène ne montre ni vainqueur ni vaincu, juste un combat, le juste combat. Celui des forces du mal, représentées par le dragon, et les forces du bien, protégées par la puissance du tigre. Au-dessous de l'illustration, on pouvait lire ceci. La voie la plus juste n'est difficile à suivre que pour ceux qui veulent choisir. Ne te laisse aller ni à préférer, ni à rejeter, et tout deviendra limpide.
Sépare deux choses de l'épaisseur d'un cheveu, et tu sépares le ciel de la terre. Si tu veux, la vérité tout entière ne soit jamais pour ou contre. La distinction entre le pour et le contre est la pire maladie de l'esprit. Si tu refuses toute rigidité intérieure, les choses se dénoueront d'elles-mêmes à l'extérieur. Bouge, sois comme l'eau, lisse comme un miroir, réponds comme un écho. Maître Fong interrompit un instant la méditation du grand maître pour l'informer de la situation du tigre et des dégâts qu'il avait commis dans le village. Lao Tse ne sembla pas étonné et confia à Maître Fong le soin de continuer l'enseignement à ses moines jusqu'à ce que la chandelle se fût entièrement consumée. En effet, dans les 7 secrets du temps, il y avait 7 chandelles correspondantes. Le grand maître n'avait que le temps d'une chandelle pour s'enquérir du savoir de l'ouvrage. Passé ce délai, le livre devait absolument être refermé car l'encre spéciale aurait alors attaqué le papier définitivement, anéantissant avec lui le grand savoir à tout jamais. De par son aspect, cet ouvrage ne semblait pas tout à fait comme les autres. En effet, les pages étaient peu nombreuses et n'étaient ni usées, ni même jaunies par les méfaits du temps. Lorsque Lao Tse tourna la seconde page, celle-ci ne contenait que la phrase suivante. L'esprit ne transmet pas un savoir par les écrits. Lorsqu'il communique, c'est par un léger souffle au creux de l'oreille. L'esprit qui entre profondément en toi t'engage dans un pèlerinage sans retour. Puis Lao Tse comprit vite que le grand livre ne contenait pas d'autres textes que celui-ci. Alors que la chandelle se consommait lentement, il prit le chemin de son cœur en suivant la lumière et déposa sa main gauche sur la couverture du livre et l'autre à la hauteur du plexus. Puis attendit la manifestation de l'esprit. Pendant ce temps, le village était sans dessus-dessous et la panique avait gagné toute la population. Chen avait fermé son restaurant et Tao était enfermé avec Madame Sukhoi dans la cuisine. Chen était tourmenté par l'absence de Kimae et décida de prendre une arme et de partir à la recherche de son épouse. Madame Sukhoi s'était proposée pour garder Tao pendant ce temps-là. À peine quelques centaines de mètres plus loin, Chen fut arrêté par les gardes du lieutenant Chang qui avait interdit à quiconque de quitter son domicile. Malgré les explications de Chen, les gardes empêchèrent celui-ci de poursuivre son chemin. Mais dans l'énergie du désespoir, il réussit à forcer le barrage et s'enfuit en courant. Malgré son courage et sa détermination, il fut arrêté sans ménagement et emmené au poste de la garde impériale. Devant le comportement très agité de Chen, le lieutenant décida de le garder en prison pour la nuit. Chen était effondré. Sans nouvelles de Kimae, son angoisse allait grandissante. Il hurlait, frappait de toutes ses forces contre les barreaux et sa porte, mais rien n'y fit. Il devait se rendre à l'évidence. Il resterait là, enfermé quoi qu'il arrive. Dans la pièce centrale, le lieutenant Chang avait réuni dans toute la garnison une quinzaine d'hommes au total. Dans une atmosphère très tendue, il désigna 6 hommes pour partir à la traque de l'animal blessé. Le lieutenant Chang avait fait son choix parmi les meilleurs archers. Chapitre 8. À la recherche de Kimae. Les hommes partis à cheval avec des vivres pour 3 jours avaient pour mission de ramener l'animal mort ou vif. Un peu plus tard, le calme était revenu dans le village, excepté dans le restaurant où Madame Sukhoi et Tao étaient morts d'inquiétude, ne voyant ni Kimae ni Chen revenir.
À la nuit tombante, Madame Sukhoi décida de rester avec Tao en attendant le retour de ses parents. Lao Tse, en pleine méditation, était complètement statique et semblait transpercé par la flèche d'un savoir dont il ne pouvait révéler la source. La chandelle se consumait lentement et semblait avoir une action directe sur les effets du temps. En effet, Maître Fong, resté à l'extérieur de la pièce, voyait Lao Tse subir les assauts du temps de manière accélérée et spectaculaire. Son corps était tourmenté par des spasmes, son visage était crispé, sa peau commençait à se rider et ses cheveux blanchissaient à vue d'œil. Maître Fong ne subissait aucun effet direct et savait qu'il ne devait intervenir en aucun cas. Le lieutenant Chang décida de libérer Chen et l'accompagna jusqu'au restaurant. Celui-ci fut heureux de retrouver Tao et supplia Chang de le laisser partir à la recherche de Kimai. Le lieutenant Chang refusa en prétextant que la patrouille avait la charge de cette mission. Chen était fou de rage et Tao en larmes. Pendant ce temps, au temple, Maître Fong attendait avec impatience que la petite flamme s'éteigne pour rentrer dans la pièce. Lorsque celle-ci s'éteignit, enfin, Maître Fong entra dans la pièce et trouva Lao Tse très fatigué et même changé physiquement. Cette rencontre avec le livre du temps de la haine l'avait marqué à tout jamais au plus profond de sa chair. Il regarda Maître Fong et lui demanda de l'accompagner dans sa chambre. Arrivé sur sa couche, il prit la main de Maître Fong, le regarda profondément dans les yeux, puis lui dit « Tout comme l'on découvre des trésors sous la terre, la vertu jaillit des bonnes actions et la sagesse jaillit d'une âme pure et en paix. Pour traverser sans encombre le labyrinthe de la vie humaine, il faut la lumière qu'est la sagesse et le guide qui est la vertu. » Maître Fong demanda à Lao Tse ce qu'il avait vu de si étrange pour qu'il soit dans un tel état de grâce. Il existe un temps où tous les temps se rejoignent. Mais la route est longue et semée d'embûches. Nous avons besoin de Tao car il possède, sans le savoir, le sabre sacré du tigre impérial dérobé jadis à Bodhidharma au VIe siècle. Ce moine arriva un jour au temple Shaolin, au pied des monts Sangchang du royaume de Wei. Il était venu d'Inde et enseignait une nouvelle forme de bouddhisme plus directe, dans laquelle le disciple cherchait à atteindre l'illumination par la méditation perpétuelle. Ce sabre et la main qui le guidera sont des éléments majeurs pour notre avenir. Je me sens si las, dit Lao Tse. Puis il dit à Maître Fong, prends soin de Tao, car quand ceux qui œuvrent dans la même voie, dans le même esprit, se rencontrent, ils se reconnaissent. Cette dernière phrase achevée, Lao Tse s'endormit dans un profond sommeil. Madame Sukhoi s'en alla, laissant Chen et Tao dans l'attente du retour de Kimai. Chen prit son fils dans les bras et tous deux prièrent dans une ambiance très pesante, afin que le tigre épargne la vie de Kimai et des autres femmes du village restées au champ. La nuit venait de tomber et on était toujours sans nouvelles de la patrouille ni des femmes. Chen était très inquiet. Tao avait rejoint Pandi dans sa petite chambre et s'était endormi, recroquevillé sur lui-même. Chen passa une bonne partie de la nuit à guetter le moindre signe de vie sur le chemin qui mène au champ. Pas la moindre nouvelle, autre que le bruit de la vie nocturne des habitants, du marais et des forêts avoisinantes. Plus le temps passait, plus l'inquiétude grandissait. Chen ne pouvait quitter la maison car le risque était trop grand et Tao trop petit pour assumer ça. Assis sur un fauteuil en bois sculpté au milieu de son restaurant, Chen vida une bouteille d'alcool avant de s'effondrer sur le sol froid, le cœur anéanti par une tristesse immense
et une peur omniprésente, peur de ne plus revoir Kimae. Et puis ce fut le silence, le profond silence, des heures et des heures qui suivirent. Les portes des maisons étaient restées closes aux premières lueurs du jour. Tao trouva son père étendu sur le sol. Il prit peur et essaya très vite de le réveiller. Mais celui-ci ne poussa que quelques grognements de mécontentement. Tao comprit alors que son père avait trop bu. Et il en comprit également la raison. En fils respectueux, il monta chercher dans sa chambre une couverture et un petit coussin qu'il glissa soigneusement sous la tête de son père. Il se dirigea vers la cuisine, y entra pour se préparer quelque chose à manger et sortit de la maison malgré l'interdiction. Il croisa un garde qui le ramena immédiatement chez lui. Le garde tenta vainement de réveiller Chen, qui était dans un état comateux. Le garde demanda à Tao de veiller sur son père et d'essayer de le maintenir éveillé en lui faisant manger quelque chose. Alors, après plusieurs tentatives, Tao parvint à sortir son père du coma éthylique. Chen demanda à son fils s'il avait eu des nouvelles. « Non », répondit Tao. « D'ailleurs, personne n'en avait. » Chen sortit un moment sur la terrasse pour reprendre un peu ses esprits, lorsqu'il entendit derrière la maison des bruits de pas de chevaux. Il courut, fit le tour de la maison et se retrouva nez à nez avec le lieutenant Chang. Celui-ci faisait une escorte, le tour des maisons du village afin de faire le décompte des personnes manquantes. Avec Kimae, cela faisait 3 personnes qui étaient portées disparues. La deuxième nuit fut interminable pour Chen et Tao qui ne dormirent presque pas. À l'aube du 3e jour, n'y tenant plus, Chen décida de partir coûte que coûte à la recherche de sa compagne avec son fils, qui était bien décidé, lui aussi, à retrouver sa maman. Ils préparèrent ensemble une petite musette avec quelques nourritures et vêtements chauds. Tao prit son sabre, qu'il attacha à l'aide d'une cordelette en bandoulière dorsale. Chen, quant à lui, prit sa vieille épée et une machette, qui lui servirait à la préparation des volailles dans la cuisine. La température était fraîche en ces premières heures matinales et le soleil était encore un peu encourdi, laissant perler sur les feuilles des arbres de fines gouttelettes de rosée qui faisaient apparaître dans le décor les nombreuses toiles qu'avaient tissées pendant la nuit les araignées de la province. La plaine était calme et le silence n'était altéré que par le bruit des pas que Chen et Tao faisaient pour rejoindre la forêt. Son sabre dans le dos, Tao se sentait comme invincible et était prêt à répondre avec férocité à tous les dangers. Son père était plus réservé face aux risques multiples et restait très attentif au moindre bruit suspect. Ils avançaient lentement, sans précipitation, à la manière du félin guettant sa proie. Tao, très inquiet quand même, ne se posa pas la moindre question vis-à-vis de son âme et du dragon noir, car il avait situé le danger et porté son attention sur le tigre récemment échappé. Soudain, leur attention fut attirée par des cris, des bruits de hennissements de chevaux ainsi que des larmes qui s'entrechoquaient. Chen mit sa main sur la bouche de Tao afin de l'empêcher de faire le moindre bruit. Le bruit semblait se rapprocher de plus en plus. Chen et Tao s'allongèrent à plat ventre derrière des fougères et restèrent parfaitement immobiles en attendant de pouvoir éclaircir les données de la situation. Ils se trouvaient à quelques dizaines de mètres à peine du point névralgique du conflit. Pour en savoir un peu plus, Chen ordonna à Tao de ne surtout pas quitter sa cachette et d'attendre son retour. Tao ne voulait pas rester seul et dut se contenter de ravaler sa peur et d'attendre. Chen se rapprochait du danger sans encore pouvoir l'apercevoir. Il est vrai qu'il se trouvait derrière une petite butte
Il était à couvert derrière un groupe d'arbustes lorsqu'il vit deux hommes se battre à coups de sabre. C'était un des soldats du lieutenant Chang, aux prises avec un autre homme sans uniforme, mais qui faisait partie d'un groupe de brigands. Les rebelles étaient plus nombreux que les hommes de Chang, et le combat était inégal. Tous les soldats de la garde impériale furent abattus. Les brigands dépossédèrent les corps de tous leurs biens avant de les pendre à moitié nus par les pieds sur les arbres avoisinants, les abandonnant ainsi aux charognards affamés. Puis, Chen, depuis sa position, pouvait voir le campement des rebelles et il aperçut Kimae attachée à un arbre avec deux autres femmes. L'une d'elles semblait agonisante, gisant sur le sol dans une mare de sang. Kimae était bien vivante, mais les hommes qui étaient autour étaient très nombreux, trop nombreux. Chen ne pouvait rien faire. Il ne pouvait même pas signaler sa présence à sa femme qui semblait en état de choc et congelée. De là où il était, il distinguait les larmes de son épouse et le tremblement incessant de ses lèvres. Puis, il se dit en son fort intérieur qu'il fallait remettre Tao à l'abri et prévenir les hommes du lieutenant Chang. Quand tout à coup, à quelques mètres de là, Tao maladroitement laissa tomber son sabre sur une pierre et éveilla immédiatement les soupçons des brigands qui décidèrent d'inspecter les buissons alentours. Tao prit peur et ne céda pas à la panique. Il resta immobile, figé. Les rebelles se rapprochaient dangereusement de l'endroit où il était. Chen attendit le plus longtemps possible, mais il devait protéger son fils coûte que coûte, fût-il au péril de sa vie. Il était terrassé à l'idée d'imaginer le sort qui l'attendait s'il était pris. Mais la perspective de perdre sa femme et son fils était insupportable. Il cacha rapidement ses armes afin d'apaiser le doute quant à ses intentions en espérant plus de clémence de la part des rebelles. Mais surtout, il espérait faire diversion afin de détourner l'attention sur lui pour permettre à Tao de rester protégé et peut-être de se sauver pour prévenir les secours. Il ramassa quelques champignons comestibles et sortit de derrière les fourrés en chantant avant de se faire surprendre par les rebelles. Il fut amené devant ce qui semblait être le chef. Il expliqua qu'il était restaurateur et qu'il allait souvent de bon matin dans les bois à la cueillette de champignons pour préparer ses repas du jour. Kimae fit semblant de ne pas le reconnaître. Chen utilisa la même ruse. Il sembla si naturel que le chef des rebelles, qui n'était autre que Li Tsun-chin, saisit l'opportunité et demanda à Chen de préparer le repas pour toute la bande. Un cheval appartenant à un des cavaliers de Chang fut abattu sur place afin de servir de festin aux rebelles. Chen devait sa vie à ses qualités de cuisinier hors pair. Mais comment allait-il quitter cet endroit malsain? Et comment pourrait-il libérer Kimae? Et surtout, Tao avait-il pu quitter les buissons? Chapitre 9. Le désespoir de Tao. Le repas terminé, Chen demanda naïvement à Li Tsun-chin de le libérer, afin qu'il puisse retourner à son restaurant. « Crois-tu vraiment que je puisse te laisser rentrer après tout ce que tu viens de voir ?»« Je jure de ne révéler les mots à personne, répondit Chen. Tu ne quitteras cette terre que pour rejoindre celle de tes ancêtres. Désormais ta vie m'appartient et tu resteras à mon service. » Chen comprit qu'il était
condamné et que Kimae et Litsung serviraient à satisfaire les instincts primaires de ces rebelles. Tao avait compris que son père s'était sacrifié pour lui et il s'imaginait devoir revenir à la tête d'une armée entière afin de délivrer ses parents des mains des brigands. Mais pour cela, encore fallait-il rentrer vivant. La nuit s'apprêtait à tomber et Tao n'avait toujours pas quitté sa cachette. Il était transi de peur et de froid, mais le danger était encore plus grand s'il restait. Ses membres étaient engourdis, il avait de la peine à remuer les jambes, mais il décida de tenter quelque chose. Alors que les hommes de Li Tze-cheng semblaient occupés et particulièrement bruyants, Tao sortit tout doucement de sa cachette et aussi discrètement que possible se dirigea vers la sortie de la forêt. Et lorsqu'il se sentit hors d'atteinte, il courut aussi vite que possible en direction du village. Son visage était couvert de larmes. Il gémissait sans s'arrêter un instant. Il tomba à plusieurs reprises emporté par son élan et se releva aussitôt comme si rien ne pouvait l'arrêter. Il arriva au village et dans la même course effrénée se rendit immédiatement au poste de garde. C'est le lieutenant Chang qui le reçut. « Qu'y a-t-il, mon petit? Pourquoi cours-tu si vite ?» lui demanda-t-il. Tao ne savait pas par où commencer et il raconta toute l'histoire à partir de la disparition de sa maman. Il parla de leur escapade pour retrouver Kimae, le clan des rebelles, le sacrifice de son père. Maintenant, il fallait vraiment leur venir en aide et très vite. Chang apprit également le massacre de ses hommes et ne pouvait en risquer davantage. Il devait prévenir le général Wu Kuai afin de combattre ces rebelles. Il demanda à Tao le nombre de brigands présents dans la forêt. Et Tao répondit peut-être 30 ou 40. En tout cas, ils sont très nombreux. Chang sonna le rassemblement et réunit le solde de la troupe. Il restait 9 hommes dans l'escadron. Il désigna un volontaire comme messager afin de demander l'aide des troupes du général Wu Kuai. Tao était affolé. Les gardes n'allaient pas aller dans la forêt délivrer ses parents. Il fallait en tout cas 3 jours pour atteindre Chanhaikuan, où étaient stationnées les troupes du général qui luttaient alors contre les Mandchous. En admettant que le général envoie une troupe en renfort, il fallait au moins 1 semaine de délai avant que les soldats n'arrivent. Chang décida de prévenir la population et de surveiller l'enceinte du village en attendant le renfort des troupes. Chang était triste pour Tao, mais ne pouvait faire autrement. Il l'emmena au temple pour demander à ce qu'on s'en occupe jusqu'au retour de ses parents. Tao n'avait pour tout bagage que son sabre sacré à la tête de tigre et la peur d'avoir perdu ses parents à tout jamais. Il sanglotait et n'osait même pas demander au lieutenant Chang de passer chez lui, prendre quelques affaires et surtout bandit. Chang frappa contre la porte du temple et c'est un disciple qui ouvrit. Puis Maître Fong arriva et prit Tao par la main sans rien demander, comme si c'était dans l'ordre des choses. Tao était en pleurs, mais il se sentait protégé et en sécurité au temple.
Maître Fong s'accroupit un instant et posa ses deux mains sur les épaules de Tao. Il le fixa dans les yeux avant de lui dire « L'homme n'est jamais aidé dans sa souffrance par ce qu'il pense pour lui-même, mais seulement par la révélation d'une sagesse plus vaste que la sienne. C'est ce qui l'élève au-dessus de sa détresse. Tu es comme la parure de jade. Le jade n'est pas l'objet, il le constitue, mais c'est le travail de l'artiste qui lui donne sa forme. Lao Tse se repose depuis quelque temps, mais depuis le premier jour, il savait que tu reviendrais. Il ne pourra te recevoir pour l'instant, mais sache qu'il m'a chargé de t'accueillir, de t'installer et de pourvoir à ton enseignement. Je sais les moments que tu traverses, mais il faut garder espoir. L'espoir est l'essence même de notre vie. Tu devras te plier à la rigueur du respect, car ce qui est difficile, ce n'est pas de trouver un maître, mais c'est d'accepter d'être un disciple. L'élève doit toujours garder en mémoire le lien qui l'unit à son maître afin de rester sur la voie. Je peux te montrer le chemin de la sagesse, mais c'est à toi qu'appartient le choix de faire ce premier pas. C'est ainsi que Tao passa sa première nuit au monastère. Le lendemain matin, au lever du jour, il fut réveillé par un des disciples du temple. Il fut initié à la méditation matinale, au traditionnel rasage du crâne, au changement radical de vêtements personnels, avec une tunique orange et bordeaux de disciple. Il rencontra Maître Fong, qui était chargé de sa formation. Maître Fong avait remarqué le sabre que portait Tao la veille en arrivant. Il lui demanda de le lui confier. Tao le lui montra mais refusa de le lui remettre en disant « C'est un cadeau de mon père, je n'ai pas le droit de le donner à qui que ce soit. Tu pourras le voir aussi souvent que tu le désires, mais ici tu dois te débarrasser de tout bien matériel qui pourrait entraver ta liberté d'esprit. » L'apprentissage allait se révéler long et difficile, surtout les dernières heures passées qui avaient été des épreuves dures à vivre pour Tao. Il avait du mal à comprendre ce qu'on attendait de lui. Il était partagé entre la tristesse d'être éloigné de ses parents et le sort qui pouvait les attendre, et la joie d'être enfin un disciple du temple. Cependant, la réalité de la vie de disciple n'était pas tout à fait semblable à ce qu'il s'était imaginé. Il voulait avant tout posséder les techniques de combat les plus sophistiquées, mais sans se rendre vraiment compte du temps que cela puisse prendre en réalité. Et puis, il avait un peu négligé le côté de l'apprentissage spirituel, car il pensait que le fait de devenir disciple suffisait à recevoir les clés de l'invincibilité. Il était bien loin de cela. Si Tao sentait son corps grandir et en demande d'exploits physiques, les rituels d'usage au temple lui paraissaient nettement plus difficiles à atteindre, notamment la notion pour lui irréaliste de la méditation restait une énigme incontournable. Quelle était donc cette force redoutable qui se logeait dans la tête et qui permettait d'affronter tous les problèmes existentiels du monde sans en subir les conséquences, dirons-nous, morales? Comment vaincre un adversaire avec la force de l'esprit?
alors qu'on peut très bien le faire avec l'expression directe d'un coup de poing ou d'un coup de pied, voire même les deux. Les élans de l'un sont perceptibles alors que de l'autre, ils sont visibles. Autant de questions que se posait Tao à la lumière de la bougie posée à même le sol de la petite chambre qui lui avait été attribuée. Si à l'extérieur de la pièce, c'est-à-dire dans le temple lui-même, il fallait s'efforcer de contenir ses émotions afin de ne laisser paraître qu'une sorte de force mentale, affichant un regard empreint de sérénité, dans cet espace personnel qu'était sa chambrette, Tao pouvait laisser s'exprimer ses émotions les plus profondes. C'est ainsi que ses premières nuits furent accompagnées de nombreuses larmes et de pensées vagabondes s'en allant à la recherche de ses parents. Tao était très perturbé, il se sentait déraciné, abandonné, bien que recueilli. Comment faire pour être calme, serein, quand on est loin de ses parents et de leur amour? Comment faire pour rester petit dans ce monde de grands? Comment faire pour revenir en arrière juste avant que tout cela se soit passé? Pourquoi Lao Tse-Ming n'était pas venu le voir, se demandait Tao. L'heure tardive de la nuit ne l'autorisait pas à poser de telles questions à Maître Fong. Visiblement, cet état empreint d'un peu de néant devait faire partie du programme, se disait Tao. Puis, il vint à douter même du bien fondé de sa présence au temple. Une pensée même d'évasion traversa son esprit. Peut-être que les rebelles étaient encore dans la forêt. Et si ses parents avaient pu s'évader? Oui, c'était peut-être le cas. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Si ses parents étaient revenus, comment pouvait-il le savoir où Tao se trouvait? Il fallait sortir à tout prix, juste pour savoir. Il se leva discrètement, enfila sa tunique, puis déambula dans les couloirs du temple en direction de la sortie. Mais il croisa les disciples de garde qui le ramenèrent dans sa chambre aussitôt. Tao était en larmes, il souffla sur sa bougie, laissant l'obscurité envahir son cœur avant de sombrer dans un profond sommeil réparateur. Chapitre 10. La méditation et les 3 règles d'or. Lors des premières heures du jour, Tao dut faire face à l'interrogation grandissante de ce que l'on pouvait bien faire avec la méditation. Étant donné que ce rituel durait de nombreuses heures journalières, il lui fallait trouver le moyen de savoir quoi faire et comment le faire. Il consulta donc Maître Fong et lui demanda d'abord des nouvelles de Lao Tse-Ming, toujours invisible. Tao pensait que Lao Tse avait quitté le temple et que Maître Fong faisait semblant de lui faire croire qu'il dormait. Il est vrai que Lao Tse est en sommeil et que nous devons attendre que ses forces réintègrent son corps afin de connaître le chemin. Tu dois savoir que c'est toi l'être attendu pour la destinée du temple.
Lao Tse l'a vu dans sa dernière méditation. C'est pour cela que tu as le devoir d'apprendre, d'écouter et de te mettre en action. Tao avait beaucoup de mal à comprendre comment il pouvait être l'élu en étant beaucoup plus petit que tous les disciples, bien moins expert en technique de combat, sans aucune pratique spirituelle et ne comprenant toujours pas le sens de la méditation. Encore qu'il se disait en son fort intérieur qu'il se sentait capable d'apprendre le maniement du sabre ainsi que les techniques de combat, qu'il pouvait lire dans les livres, mais la méditation était un élément qui lui paraissait complètement farfelu, voire même un peu inutile, vu que le temps passé à méditer ne pouvait par conséquent pas être utilisé à s'entraîner. C'est donc naturellement que Maître Fong prit le temps de s'asseoir quelques instants avec Tao en dégustant un thé au jasmin et des petites galettes de riz. Je crois qu'il est temps pour toi de découvrir ce qu'on appelle ici la méditation. Vois-tu mon garçon, distrait de notre être véritable, nous gaspillons d'ordinaire notre vie en occupations sans fin. La méditation, en revanche, est la voie qui nous ramène à nous-mêmes. Elle nous permet de faire l'expérience de notre être dans sa plénitude et de le savourer au-delà de tout schéma habituel. Pris dans un tourbillon de hâte et d'agressivité, nous vivons notre vie dans le conflit et l'angoisse. Nous sommes emportés par la compétition, l'avidité, le désir, la possession et l'ambition. Nous nous chargeons sans répit d'occupations et d'activités superflues. La méditation, elle, est l'exact opposé. Méditer, c'est rompre complètement avec notre mode de fonctionnement normal. C'est un état libre de tout souci et de toute préoccupation, exempt de toute compétition, de tout désir de possession et de saisie dualiste, libre de lutte intense et de soif de réussite. C'est un état sans ambition où ne se manifeste ni acceptation, ni refus, ni espoir, ni peur, un état dans lequel nous relâchons peu à peu, dans l'espace de la simplicité naturelle, les émotions et les concepts qui nous emprisonnaient. Les maîtres de méditation bouddhistes savent à quel point l'esprit est souple et malléable. Si nous l'entraînons, tout est possible. En fait, nous sommes déjà parfaitement formés par et pour le samsara, formés à la jalousie, à l'attachement, à l'anxiété, à la tristesse, au désespoir et à l'avidité, formés à réagir avec colère à toute provocation. Nul besoin d'efforts particuliers pour générer en nous ces émotions négatives. Nous y sommes si bien entraînés qu'elles s'élèvent spontanément. Ainsi, tout dépend de notre entraînement et du pouvoir des habitudes. Consacrons notre esprit à la confusion. Nous savons parfaitement qu'il deviendra un maître ténébreux dans la confusion, expert à nous rendre dépendants, subtil et pervers dans son habileté à nous réduire en esclavage. Consacrons-le dans la méditation à la tâche de se libérer de l'illusion. Avec le temps, la patience, la discipline et l'entraînement approprié, notre esprit graduellement se dénouera et connaîtra la félicité et la limpidité de sa vraie nature. Entraîner l'esprit ne signifie en aucun cas le soumettre par la force ou lui faire subir un lavage de cerveau. C'est au contraire acquérir d'abord une connaissance précise et concrète de son fonctionnement grâce aux enseignements spirituels et à une expérience personnelle de la pratique de la méditation. Cette méditation a pour but d'éveiller en nous la nature semblable au ciel de notre esprit,
de nous introduire à ce que nous sommes réellement, notre conscience pure et immuable sous-jacente à la totalité de la vie et de la mort. Dans l'immobilité et le silence de la méditation, nous entrevoyons, puis réintégrons cette nature profonde et secrète que nous avons perdue de vue depuis longtemps, au milieu de l'effervescence et de la distraction de notre esprit. Nous sommes fragmentés en une multitude d'aspects différents. Nous ne savons pas qui nous sommes vraiment, ni à quelle facette de nous-mêmes nous devons croire ou nous identifier. Tant de voix contradictoires, tant d'exigences et de sentiments se disputent le contrôle de notre vie intérieure que nous nous trouvons complètement dispersés et notre âme demeure vide. Ainsi, la méditation consiste à ramener l'esprit en sa demeure. Tao, resté muet jusqu'ici, demanda à Maître Fong des explications sur le comment faire. Le discours de Maître Fong était certes très intéressant pour des disciples déjà bien formés, mais Tao avait quand même un peu de mal à comprendre toutes les subtilités du langage qu'il venait d'entendre. Maître Fong transmit à son jeune élève les 3 règles d'or en usage, aussi bien pendant les périodes d'enseignement que dans l'exercice de la vie quotidienne. Le respect de ces règles permettait à chaque disciple d'asseoir les fondations et bases solides sur lesquelles il pouvait bâtir son interprétation du savoir en fonction de ses capacités propres. L'enseignement devait pouvoir servir ainsi de ciment à l'appropriation du savoir transmis. Règle numéro 1. Écouter. Savoir écouter est la qualité fondatrice lorsque le corps est en éveil. Écouter la parole jusqu'au silence pour avoir tout entendu avant d'interroger ou de s'interroger. L'écoute est le fondement même de l'apprentissage de la communication. Règle numéro 2. Observer, regarder. Savoir regarder, observer est une faculté importante pour la mémoire visuelle et la représentation personnelle d'une action, d'un mouvement, qu'il soit réel ou imaginaire. Savoir être à l'écoute et observer attentivement permet d'accéder d'une manière plus efficace à la 3e règle fondatrice. Règle numéro 3. Essayer. L'essai pratique d'un mouvement ou d'une action ne peut se faire qu'après une écoute attentive et une observation constructive de l'ensemble. Ainsi, l'interprétation de l'action pourra se mettre en place sous une forme non encore élaborée que l'on nommera essai. Aucune valeur de réussite ou d'échec n'entrera en ligne de compte. C'est ainsi que la construction de cette action de reproduction pourra trouver un objectif de correction et de réalisation adapté aux capacités de l'élève. Tout travail physique ou spirituel qui tient compte de l'ensemble indissociable de ces 3 règles pourra atteindre l'épanouissement personnel de chacun, conduisant ainsi l'ensemble du groupe, maître-élève, vers l'élaboration d'une relation harmonieuse. C'est ainsi que naturellement Maître Fong permit à Tao de trouver une ligne directrice qui allait lui permettre de démarrer son apprentissage avec sérénité et détermination.